Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a reçu ce matin le rapport sur les termes de référence du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. À la remise du document, le président du comité de pilotage du dialogue, Ousmane Issifi Maïga, a attiré l'attention sur les préalables qui commencent par briser la glace de méfiance. En 2023, le gouvernement a travaillé sur les orientations du chef de l'État en vue de poser les jalons des nouveaux Mali. C'est ainsi que le Premier ministre définit le bilan de l'année écoulée. C'était aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An du gouvernement au président de la transition. La grande rencontre pour la paix à Kidal a pris fin, une initiative du Conseil supérieur des IMGAD et alliés, et pour une large participation au dialogue intermalien, des recommandations fortes ont été formulées par les participants. L'albinisme et les maladies cutanées et oculaires, c'est le sujet d'intérêt de Focus Santé de ce lundi. Koumba Sissé nous parle dans cette édition de la prise en charge des albinos. Pourquoi les albinos doivent suivre des traitements et comment sont-ils suivis à l'hôpital de dermatologie de Bamako? La réponse en fin d'édition. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la grande édition. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, a présidé ce matin la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs à Koulouba. Cet événement qui a lieu le premier lundi de chaque mois vise à promouvoir la culture de la citoyenneté et à développer l'esprit de patriotisme. Le président de la transition était entouré pour la circonstance par l'ensemble du personnel de la présidence. Voilà en image la cérémonie de montée des couleurs à Koulouba. Une cérémonie présidée par le chef de l'État chaque premier lundi du mois. Le chef de l'État était entouré par tout le personnel de la présidence à cette occasion. Également, la primature cérémonie de montée des couleurs, c'était ce matin. Comme à la présidence, cette montée des couleurs en ce premier lundi du mois de mars est une occasion de cultiver et de renforcer le civisme et le patriotisme chez les Maliens. Voilà, cérémonie de montée des couleurs à la primature, présidée par le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga. C'était ce matin, à la primature, en présence du personnel. Cérémonie de montée des couleurs ce matin à la primature, chaque premier lundi du mois. Le président du comité, je l'annonçais dans le sommaire, le président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, l'ancien premier ministre Ousmane Issifi Maïga, a remis ce matin au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le rapport sur les termes de référence du dialogue intermalien. Un document qui comporte également les fiches thématiques, un plan de communication et le règlement intérieur du dit dialogue. Le président du dit comité a attiré l'attention sur les préalables du dialogue qui commence par briser la glace de méfiance. Le compte-rendu de Sila Batili. La clé de voûte du dialogue intermalien remise officiellement au président de la transition, colonel Assimi Goïta, résultat d'un mois de concertation et d'expertise compilés dans un rapport. Des termes de référence indiquant les pistes du dialogue intermalien. C'est donc la suite de la lettre de mission que le président de la transition a confiée à l'équipe le 5 février 2024. Vous aviez demandé de questionner sans complaisance notre société, de comprendre les causes apparentes et profondes des conflits qui la minent, de nous adonner à un exercice d'autocritique et de vérité. Enfin, vous nous instruisiez dans la lettre de mission de créer les conditions favorables d'un dialogue franc et sincère entre les Maliens, de manière inclusive, afin que nul ne se sentent exclus. Toutes les voix doivent être écoutées et tous les avis
doivent pouvoir s'exprimer. Nous pouvons vous assurer, Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, que les membres du comité de pilotage sont mis à pétrir pour fabriquer dans le Banco de Djenné et de Sikasso, dans l'Alhor de Tombouctou, dans le ciment de Dio, dans les sables fins de Telamsi et avec les eaux du Djoliba, de la Falémé ou du Bani, les premières briques de ce Mali de paix et de réconciliation. Le président du comité de pilotage, dans la suite de sa présentation, a évoqué les procédés des différentes rencontres. Travaux de groupe, ceux en commission et en plénière, qui ont permis, selon Ousmane Issoufou Maïga, de mettre tout sur table, de discuter sous forme de questions en thématique et sous thème afin de faire jaillir la lumière de la paix et de la réconciliation à travers un dialogue franc et direct. La dernière ligne droite a été l'atelier de validation des termes de référence. Les délégués à l'atelier ont retenu les thématiques suivantes: paix, réconciliation nationale et cohésion sociale, questions politiques et institutionnelles, économie et développement durable, aspects sécuritaires et défense du territoire, géopolitique et environnement international. L'atelier a recommandé, pour la suite du dialogue, les phases suivantes: le niveau communal, le niveau régional et du district de Bamako, le niveau des ambassades et consulats et le niveau national. Devoir de vérité et de loyauté envers la patrie, le président du comité a insisté sur les préalables au dialogue qui sont indispensables à sa réussite. Après écoute et analyse, Ousmane Issoufou Maïga estime qu'il faut briser la glace de méfiance et de crainte de l'autre. Pendant un mois, j'ai pu observer, écouter et comprendre les doutes, les suspicions et les colères des uns et des autres. Il y a lieu de montrer des signaux forts pour briser la glace de méfiance et de crainte de l'autre. Il y a urgence de rétablir la confiance entre les Maliens. Cela précède le dialogue. Nous retenons, les Maliens aiment le Mali. La classe politique doit inspirer confiance autour de la nation. La société civile doit inspirer également confiance autour de la nation. La nécessité de penser les fractures sociales et politiques profondes, restaurer l'autorité de l'État, améliorer le débat civilo-militaire sur l'appartenance des forces armées et de sécurité au peuple, et restaurer la confiance générale en taisant les suspicions, la méfiance et le doute généralisé, et remettre les Maliens au travail. Et c'est la responsabilité d'un chef d'État face à l'histoire d'un Mali réconcilié avec tous ses fils et mis sur la voie du progrès. C'est sûrement le sens de l'engagement du président de la transition avec cette porte ouverte au dialogue. Nous restons à Koulouba où le Premier ministre a présenté ce matin au président de la transition les vœux de nouvel an du gouvernement, occasion pour Dr Choguel Kokala Maïga de faire le bilan de l'année écoulée et de dresser les perspectives pour 2024. Dans l'ensemble, le gouvernement a travaillé sur les orientations du chef de l'État en vue de poser les jalons des nouveaux Mali. Reportage Mamadi Kone. Du discours bilan de l'année 2023 du Premier ministre, l'on retient que l'année a été assez éprouvante pour le Mali. Selon le chef du gouvernement, elle a été celle de la manipulation, des coups bas, des campagnes de dénigrement en plus d'autres difficultés que vivent déjà les citoyens. Sous le leadership du colonel Assimi Goïta, dira-t-il, le gouvernement a poursuivi en 2023 les vastes chantiers de la restauration de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Cela s'est concrétisé par la brillante reprise des zones très stratégiques de notre pays, notamment la ville de Ver le 13 août 2023, d'Anefis le 7 octobre, de Tessalit le 18 octobre, de Kidal le 14 novembre et d'Al-Aguelok le 20 décembre 2023.
Ce renforcement de la souveraineté, de la dignité, de l'indépendance de notre chère patrie à travers cette reconquête témoigne de tout l'engagement et de la résilience de nos forces armées et de sécurité. C'est l'occasion pour moi et les membres du gouvernement d'exprimer notre sincère reconnaissance à vous et à nos vaillantes forces armées et de sécurité pour la grande prouesse et leur rendre un hommage appuyé et mérité. Cette victoire tributaire de la qualité des hommes est aussi, selon le Premier ministre, le résultat du soutien matériel, financier et moral que le président de la transition a bien voulu accorder à nos femmes. Ainsi, sur vos orientations et votre détermination sans faille, les efforts de renforcement des capacités de nos forces armées de sécurité se sont poursuivis toute l'année à travers le recrutement massif de 6 608 agents, le recrutement encore en cours, le recrutement spécial de 4 617 éléments des groupes d'autodéfense et l'acquisition de plusieurs matériels de combat, de munitions, d'équipements roulants et aériens. L'amélioration de la situation sécuritaire a ainsi permis le retour progressif de l'administration de l'État et des services sociaux de base, l'amélioration du climat de culture des populations et la reprise des activités agro-silvio-pastorales et commerciales. Les représentants de l'État ont été nommés, réinstallés, sécurisés et leurs bâtiments sont en construction ou réhabilitation. Selon le chef du gouvernement, l'année 2023 s'est inscrite dans la continuité des réformes en cours. L'adoption par le Conseil des ministres de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, l'adoption du programme national d'éducation aux valeurs, la réalisation de l'étude sur la rationalisation des structures administratives et institutions de l'État pour améliorer la performance des services. La lutte contre l'impunité et le respect des droits de l'homme constituent des priorités du gouvernement. À cet effet, nous signalons que tout rapport de contrôle ou de vérification transmis au pôle économique national et financier fait aujourd'hui l'objet d'enquêtes préalables de la brigade économique et financière. Le pôle judiciaire spécialisé contre la cybercriminalité a été créé, ainsi qu'un agent de recouvrement de gestion des avoirs saisis ou confisqués afin de favoriser le recouvrement de l'État des biens frauduleusement soustraits de son patrimoine. Sur le plan diplomatique, notre pays a entrepris des actions auprès de l'ensemble de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux en vue de mobiliser des ressources pour soutenir l'économie nationale. C'est ainsi que 300 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour les secteurs prioritaires de l'agriculture, de l'environnement, du développement durable, de l'énergie et de l'eau. En vue d'assurer un approvisionnement correct du pays en produits de première nécessité à un prix maîtrisé, le gouvernement, dira Dr Shogel Kokalamaïga, a procédé à des opérations d'importation de 100 000 tonnes de sucre. Courant 2023, il faut noter le renforcement des actions de désenclavement intérieur et extérieur en matière de transport et d'infrastructures. Éducation, construction de logements sociaux, amélioration des conditions de vie des Maliens établis à l'extérieur, agriculture, élevage, santé, promotion de la femme, dialogue social, jeunesse, modernisation de l'administration, art et culture, les acquis n'ont pas manqué en 2023 et toutes les actions se sont inscrites dans le respect des 4 principes édictés par le président de la transition. En ce qui concerne la crise énergétique actuelle, le chef du gouvernement dira que sa gestion est fondamentale pour la stabilité de la fourniture d'électricité, voire la souveraineté énergétique. Malgré cette situation, 2023 a été marqué par la mise en service de la centrale thermique au fioul lourd de Sirakoro-Megetana et de la centrale hydroélectrique de Gouena, ainsi que le raccordement de la ville de Bougouni sur le réseau international des DMSA. Aujourd'hui, des chantiers sont ouverts dans ce sens et leur réalisation permettra de faire face à la forte croissance des besoins énergétiques qui sont de 10% par an. L'année 2024 sera marquée par plusieurs grands projets de développement d'énergie solaire et énergie électroélectrique grâce aux coopérations russes et chinoises. Ainsi, il est attendu la mise en service complète des lignes de transport double de 225 kW de Manantali 2 et la liaison Sikasso-Bougouni-Sanon-Koroba-Bamako avec l'électrification de plusieurs localités. En 2024, le gouvernement entend maintenir le cap, tel est l'engagement pris par le Premier ministre. Celui de faire de l'année 2024, c'est de la poursuite des chantiers entamés. Nous ne ménagerons aucun effort pour doter notre pays d'institutions légitimes, capables de garantir sa stabilité durable
la sécurité de notre territoire national, la poursuite de l'amélioration continue des conditions de vie des populations maliennes, ainsi que l'organisation des élections seront notre boussole. En ce qui concerne les élections générales, les conditions préalables afférentes à leur organisation, entre autres la mise à disposition de la carte nationale biométrique d'identité, la mise en œuvre du fichier électoral et les dispositions visant à la sécurisation des scrutins sont rassurantes. Dans cette optique, nous nous inscrivons dans une démarche d'inclusion et d'unité de toutes les composantes de notre société, quelles que soient les origines politiques, sociales, professionnelles, culturelles et cultuelles, afin d'atteindre les objectifs de 2024 et de rendre irréversible le processus de changement et de refondation de notre pays. L'avènement 100% du Mali Kura. Le canevas est ainsi tracé pour l'année 2024 et le gouvernement entend bien s'appuyer sur le leadership du président de la transition et la résilience du peuple malien pour réussir. Et en réponse aux vœux du gouvernement, le président de la transition salue l'engagement du Premier ministre et de son équipe. Il note avec satisfaction les résultats engrangés malgré le contexte difficile dans lequel évolue la transition. Ibrahima Traoré. C'est un président de la transition visiblement satisfait de l'action de l'exécutif qui s'adresse aux membres du gouvernement, le chef de l'État, rappelant leur lourde responsabilité dans un contexte particulièrement difficile et complexe, se félicite de l'engagement de chaque ministre. Aujourd'hui, nous avons la lourde responsabilité de redéfinir notre destin commun et que certains partenaires avaient cru pouvoir sceller en nous maintenant indéfiniment dans une forme de dépendance servant uniquement leur seul intérêt. Une fausse manœuvre qui ne tarderait pas à être confrontée à nos valeurs ancestrales, fondatrices d'équité, de justice et de bien-être collectif. Et c'est avec une grande satisfaction que j'ai noté les résultats encourageants obtenus par l'équipe gouvernementale malgré les contextes difficiles dans lesquels évolue la transition. C'est le lieu de féliciter les membres du gouvernement pour l'abnégation collective et pour la grande solidarité au sein de l'équipe pour l'atteinte des objectifs assignés. Je salue également l'engagement personnel de chaque membre du gouvernement à consentir des efforts dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État demandé par les Maliens lors des assises nationales de la refondation. C'est à cela que nous travaillons sans relâche, car pour prétendre changer les réalités de notre environnement social, nous devons impérativement consentir des sacrifices personnels. Le gouvernement travaille à la mise en œuvre de 4 axes majeurs de son plan d'action, à savoir la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, les réformes politiques et institutionnelles, le pacte de stabilité sociale et l'organisation des élections générales. Monsieur le Premier ministre, les réalisations ici exposées par vos soins prouvent à suffisance que la transition a le souci constant de la résolution des préoccupations des Maliens et conformément aux engagements pris. Force est de constater que le Mali, de par ses choix courageux, continue de restaurer sa dignité et sa souveraineté sur la scène internationale, et particulièrement à travers la constante et la détermination de sa diplomatie qui s'est résolument engagée à porter la voix du peuple malien à travers le monde. En conséquence, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont signé le 16 septembre 2023 la charte de l'Alliance des États du Sahel, AIS, dans le but d'assurer leur sécurité collective et de relever les défis de développement. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, le bond qualitatif que nous avons pu effectuer dans la restauration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, avec l'aide et l'accompagnement constant de notre peuple, nous fondent à espérer sur un avenir radieux. Et cette promesse transparaît largement dans la motivation de nos voyants soldats, dont nous saluons à nouveau l'engagement et les exploits, sans oublier de nous incliner sur la mémoire de ceux qui ont défendu la patrie jusqu'au sacrifice
ultime et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Monsieur le Premier ministre, vous avez évoqué avec beaucoup de détails les grandes réalisations enregistrées dans le cadre des réformes politiques et institutionnelles. Par ces avancées, nous espérons assainir le champ politique et créer des conditions d'une démocratie constructive, définitivement orientée vers la satisfaction des besoins vitaux du peuple souverain. Face aux défis de la réconciliation nationale et du vivre ensemble, le président Goïta apprécie le bon démarrage du processus du dialogue intermalien. Il n'a pas manqué de saluer la récupération des données du RAVEC qui étaient prises en otage par d'anciens partenaires. Ces données sont indispensables pour la mise à jour des listes électorales et la confection des cartes d'identité biométriques. Je tiens à féliciter le sens patriotique des experts maliens en informatique qui se sont dédiés à cette tâche ardue à titre de bénévole. Car cette récupération des données était déterminante pour les échéances électorales à venir. Tout en félicitant le gouvernement pour sa détermination dans le processus d'adoption du pacte de stabilité sociale, je salue également les organisations syndicales pour leur esprit de dialogue constructif et leur sens du patriotisme. Le chef de l'État se réjouit également des actions en cours pour lutter contre la corruption, la délinquance économique et financière. À cela s'ajoutent des mesures prises pour la relance économique afin d'atténuer la souffrance des populations. Le renforcement du dispositif de lutte contre la mauvaise gouvernance en général et plus particulièrement contre la corruption, la délinquance économique et financière traduit notre choix affirmé de promouvoir la vertu au sein de l'administration publique. Les actions déjà en cours l'attestent amplement. En plus de ces réalisations et conformément au plan d'action du gouvernement, les mesures de relance économique et sociale prises visent à atténuer la souffrance des Maliens. Ce faisant, nous contribuons au renforcement du potentiel humain qui est essentiel pour l'émergence d'un pays, toute chose qui explique l'attention accordée à notre diaspora, à l'éducation et surtout à la jeunesse que j'invite davantage à porter le flambeau du Malikoura. Le président de la transition encourage le gouvernement à maintenir le cap pour répondre aux aspirations des Maliens. Il compte également sur le soutien de ses concitoyens pour faire face aux défis actuels et futurs. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, vous adresser personnellement ainsi qu'aux membres du gouvernement et à vos familles respectives mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité au cours de cette nouvelle année. À présent, rendons-nous à l'intérieur du pays, dans le nord. Clôture de la grande rencontre pour la paix à Kidal. La rencontre a pris fin. Elle est initiée par le Conseil supérieur des IMGAD et alliés. Des recommandations fortes ont été formulées par les participants pour une large participation au dialogue intermalien. Reportage Sidi Elmedi Ag Albaka. Les rideaux sont tombés sur la grande rencontre pour la paix organisée par le Conseil supérieur des IMGAD et alliés à Kidal, qui vise à promouvoir la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la réconciliation dans la région. En présence de plusieurs membres du gouvernement et du CNT pour réaffirmer la volonté affichée de l'État de restaurer l'intégrité territoriale de son territoire. L'État, c'est une force contrôlée qui agit dans l'intérêt des populations. Voilà un peu la posture actuelle et la dynamique dans laquelle nous vous invitons à vous inscrire. Mais ce qui est demandé aujourd'hui, c'est de mettre tout le monde ensemble dans le cadre d'un dialogue intermalien. Donc, il a été décidé de sortir de l'accord parce qu'à cause des intérêts géostratégiques, d'une médiation vraiment défaillante, il a été décidé de mettre fin à l'accord et de revenir à un débat intermalien. Il s'est dit ici que l'État est sorti de l'accord, c'est pour déclencher la guerre. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ils sont venus du Niger et de toutes les autres régions du pays pour soutenir cette dynamique enclenchée par les autorités de la transition. Vous ne mesurez pas la chance et l'histoire qu'en train de créer le Mali au niveau de l'Afrique, particulièrement l'Afrique de l'Ouest.
vous ne mesurez pas la chance et l'honneur que vous constituez pour toute la jeunesse africaine. Peut-être que l'ensemble par ma voix s'adresse à vous avec un message d'unité, de paix, d'élan patriotique et citoyen pour un soutien à notre chère République. Ensemble, nous formons une communauté forte et résiliente. Et il est de notre devoir de travailler main dans la main pour construire un avenir de prospérité et de coexistence pacifique entre les filles et les fils du Mali. Au terme de 2 jours, ces échanges ont abouti aux recommandations suivantes. Les participants de la rencontre de Kidal expriment leur soutien ferme au colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à son gouvernement pour l'initiative du dialogue intermalien et pour toutes les décisions courageuses prises pour la souveraineté du Mali et des bien-être des Maliens. Et clairement, tous les soutiens du Conseil supérieur des Imrad et alliés au gouvernement de la transition dans toutes ses missions pour le bien-être des Maliens. Les conclusions de la présente rencontre et les engagements pris par le leader communautaire seront vulgarisés auprès des communautés pour promouvoir la paix, la quiétude et la réconciliation dans un Mali un et indivisible. Nous sommes à Kidal, nous y restons. Restauration de l'autorité de l'État en 8e région. Les membres du gouvernement et du CNT ont changé le visage du Grand Rocher de Kidal. Ce sont les couleurs du Mali qui vont vous accueillir désormais à l'entrée de la région. Une forte volonté des autorités de la transition qui symbolise la souveraineté retrouvée. Sidi El-Medi Abakar. Le Grand Rocher de Kidal, à la porte de la 8e région, est désormais symbole de la souveraineté retrouvée. Ces rochers, qui portent le nom de Homeïssa, a longtemps porté le nom Kidal, comme pour souhaiter la bienvenue dans la capitale de la 8e région administrative du Mali. Le rocher de Kidal est un symbole fort. Ce rocher est appelé Homeïssa, qui représente le visage de la région de Kidal. Vous savez, nous avons insisté à la demande des plus hautes autorités et singulièrement le président du Conseil national de transition de repeindre ce rocher aux couleurs nationales parce que cela symbolise le visage de la région de Kidal et il y va de soi que pour la paix, la stabilité, la concorde et la cohésion sociale, que les couleurs nationales reflètent Homeïssa qui aujourd'hui est repeint aux couleurs nationales. Depuis 2012, il a été peint à des fins de propagande. Grâce à la vision des autorités de la transition, il vient de retrouver sa place drapée des couleurs nationales, le vert, l'or et le rouge. Par plusieurs personnalités, le colonel-major Ismaïl Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, Alhamdou Ag Iliyen, ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Modernisation de l'Administration, Assarid Ag Imbarkawan, premier vice-président du Conseil national de transition, Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition, le général de division Al-Haj Gamou, gouverneur de Kidal, un signal fort pour la restauration de l'autorité de l'État. Nous sommes là ici dans le cadre d'une meilleure représentation de l'État, après tout ce qui s'est passé, et pour une meilleure administration des populations, un renforcement qualitatif de l'autorité de l'État. C'est en cela qu'aujourd'hui, la délégation a procédé au changement des signaux sur en tout cas les gravures à l'entrée de la ville pour marquer mieux la présence de l'État et puis dire aussi que nous sommes une administration vert jaune rouge au service des populations et c'est là en pleine application des directives du président de la transition. Homeïssa, un témoin éternel de l'histoire de Kidal qui respire désormais le Mali. Au centre du pays, le commandant de la zone de défense numéro 6 de l'opération Maliko, le colonel Abdoulaye Traoré, accompagné d'une forte délégation, vient d'effectuer une mission de 3 jours au poste de commandement de Djenné. Le séjour avait pour but de s'enquérir des conditions de travail des hommes engagés sur le théâtre des opérations. Le point avec Bemba Sibi, Suleiman Tepsougué. Évaluer les capacités opérationnelles des hommes engagés sur le théâtre des opérations, voilà tout le sens de la visite d'autorité du commandant secteur 4 de l'opération Maliko à Djenné. Renforcer la discipline et la cohésion dans les rangs, c'est le message que le commandant de la zone de défense numéro 6, le colonel Abdoulaye Traoré, a tenu à partager avec les éléments sur le terrain.
Comme on le dit dans le règlement militaire, la discipline fait la force principale des armées. J'ai principalement insisté sur ça. Et au-delà de ça, j'ai insisté aussi sur la cohésion. Donc je peux croire que ce sont ces deux messages que j'ai vraiment fait passer de façon insistante. Et je pense aussi qu'ils ont été très réceptifs, parce que j'ai vu quand même des gens très engagés qui sont prêts à faire ce qu'il faut pour atteindre les objectifs généraux. Des hommes engagés qui reçoivent une délégation de leur hiérarchie venus s'enquérir de leurs conditions de travail. Un fait suffisant pour requinquer davantage les éléments de Djenné. La visite de la hiérarchie militaire, ça nous a beaucoup plu. Et c'est rassurant. Ça rehausse le moral de la troupe. Et ça en leur montrant qu'elles ne sont pas abandonnées par la hiérarchie. Le moral de la troupe est au beau fixe. Au cours des échanges avec les troupes, le commandant de zone les a invités à garder une bonne posture et à être sereins au moment des opérations. Il n'a pas manqué d'insister sur le maintien d'une relation de confiance avec la population. C'est d'ailleurs pourquoi, au cours de sa visite, il est allé à la rencontre des chefferies traditionnelles et religieuses de Djenné. Toujours à l'intérieur du pays, œuvre sociale du président de la transition, Akita, une mission de la présidence conduite par le conseiller spécial du président de la transition, a remis à une centaine de Domini des vivres. Ouartem Kita, Mahamadi Alioubari. Ces gestes de solidarité de la présidence de la République arrivent à point nommé, soulignent les bénéficiaires, car il intervient à quelques jours du mois de Ramadan. Le lot de vivres remis par la délégation est composé de 5 tonnes respectivement de sucre, de riz et de mil, 1 tonne de pâtes alimentaires et 100 bidons d'huile. Viennent soulager 100 indigents de la région de Kita. C'est une vaste campagne de remise de dons qui va s'étendre sur toute l'étendue du territoire malien. C'est que le président veut démontrer sa solidarité envers tous les Maliens en général et les populations les plus démunies et la communauté musulmane en particulier. L'initiative humanitaire qui donne ainsi du sourire aux bénéficiaires vient allonger la liste des actions dont Kita a bénéficié dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Tous nos remerciements à Assimi, ce que nous venons de recevoir. Dieu merci, je vais bien aborder les jeunes qui s'annoncent. Je peux vous assurer, Monsieur le conseiller spécial, que ces multiples gestes hautement humanitaires du président de la transition, chef de l'État, sont appréciés à leur juste valeur par les populations de la région de Kita, qui en retour lui expriment toute leur reconnaissance ainsi qu'à toutes les autorités de la transition. Les bénéficiaires ont saisi l'opportunité pour saluer le geste des autorités de la transition en faveur des plus démunis de la capitale de l'Arachide. Ils ont également formulé des bénédictions aux autorités de la transition et pour la stabilité du pays. Hors de nos frontières, direction le Maroc, où le ministre Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé, et sa délégation ont été reçus hier par Mme Awatif Hayar, ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille du Maroc. Il s'agissait pour la partie malienne d'échanger avec les responsables sanitaires marocains sur les voies et moyens permettant au Mali d'améliorer son système de santé. Boukari Koulibaly pour le commentaire. S'inspirer de l'expérience marocaine pour améliorer la pyramide sanitaire malienne, c'est l'essence de cette visite du ministre de la Santé chez sa collègue marocaine. Avec certains responsables de services rattachés à son département, colonel Assaba Diallo Touré a eu un échange fructueux avec ses interlocuteurs marocains. Le Maroc qui entretient des liens séculaires avec la République du Mali. Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait avoir d'eux. Hier, on était à l'hôpital militaire qu'on a visité. On a plus d'une vingtaine de médecins qui sont en formation. Donc, on vient toujours essayer de comprendre. Le Maroc qui atteint pratiquement 100% de couverture sanitaire pour tous les Marocains. Nous, on traîne un peu les pieds. Donc, on a besoin de leur expérience, de ce qui a marché et des moyens qu'on peut utiliser pour pouvoir atteindre un chiffre aussi élevé que ça. Je suis là avec le directeur général des organismes qui sont là aussi, qui vont prendre des expériences, écouter, essayer de faire ce qu'on pourra faire de mieux pour soulager les populations une fois rentrées au Mali. Et la partie marocaine de saluer cette démarche avant d'inviter les autorités maliennes à multiplier ce genre de rencontres en vue de l'amélioration du système de santé
et de sécurité sociale des deux pays. Ici au Mali, le ministre de l'Élevage et de la Pêche a présidé le lancement du programme de formation des acteurs de la filière avicole, une session qui a pour objet de rendre les secteurs plus compétitifs. Reportage du Souf Diakité, Julie Traoré. Cette formation, dont les travaux sont lancés ici par le ministre de l'Élevage et de la Pêche, est un des axes stratégiques de la promotion de la filière avicole au Mali, résultante d'une coopération entre la Fédération interprofessionnelle de la filière avicole du Mali, FIFAM, et celle du Maroc, FISAM. La formation programmée se décline en 4 modules. Le premier en 3 axes, à savoir l'anatomie et la physiologie des volailles, de la description des différents appareils et leurs fonctions, les travaux pratiques à travers les techniques d'autopsie en examen aviaire. Le module 2 en 2 axes. 1. Gestion des élevages de poulets de chair en climat chaud. 2. Le management du poulet de chair. Nous sommes en train de construire ensemble le socle d'une aviculture moderne et durable dans nos 2 pays frères, le Mali et le Maroc. Il s'agit d'identifier des orientations porteuses pour le renforcement de la production de la volaille particulièrement. Pour le ministre Youbaba, il faut développer le sous-secteur de la volaille dans une perspective de croissance économique. Les perspectives du secteur avicole pour les années à venir trouvent leur essence dans le cadre stratégique de la lutte contre la pauvreté, avec pour objectif promouvoir le développement de ce sous-secteur dans une perspective de croissance économique durable et de réduction de la pauvreté. Objectif étant d'améliorer la productivité et la commercialisation des produits d'origine animale, issus des systèmes non pastoraux dans les filières sélectionnées, et de renforcer les capacités du pays à répondre aux crises ou urgences éligibles. La Fédération interprofessionnelle du secteur avicole du Mali et la Fédération interprofessionnelle du sous-secteur avicole au Maroc se donnent ainsi la main pour la révolution du sous-secteur avicole. Mobilisation de soutien aux FAMA, l'initiative est du collectif pour la défense des militaires, CDM. En organisant cette journée citoyenne de défense et de sécurité, le CDM vise à sensibiliser la jeunesse malienne à plus de cohésion et de solidarité autour de son armée. Le point avec Benoro Fofana, Omar Traoré. Sa création à nos jours, le collectif a toujours accompagné nos forces armées de défense et de sécurité dans leur non et exaltante mission de défendre l'intégrité de notre territoire national. Ils sont nombreux à prendre d'assaut la salle de conférence du Centre international de conférence de Bamako, en soutien à l'armée malienne, premier rempart pour la sauvegarde de la République. Ces dignes fils du pays se sont engagés sous le drapeau pour la quiétude du peuple. Face aux défis de l'heure, cette armée mérite le soutien de tous. Conscient de cela, le collectif s'est donné le devoir de mobiliser la jeunesse malienne en un seul bloc derrière les femmes. Chacun de nous doit jouer sa partition en termes de sensibilisation, d'éveil de conscience pour que chacune et chacun puisse s'engager sans hésitation à respecter la patrie et à la protéger jusqu'au sacrifice ultime. En organisant cette opération dénommée Journée citoyenne de défense et de sécurité, le collectif pour la défense des militaires a recueilli plusieurs poches de sang pour les militaires. Il a mis également en compétition une centaine d'artistes lameurs avec des tests engagés en faveur de l'armée malienne. Un film retraçant le parcours de l'armée malienne a été projeté dans la salle afin de sensibiliser davantage la jeunesse sur son armée. C'est une initiative qui a sa valeur dans la sensibilisation de l'ensemble de la population malienne. Ils doivent être admirés. Et je suis fier aujourd'hui de savoir que nos enfants ont de tels esprits. La relève est assurée. J'appelle tous les Maliens à les comprendre, à les accompagner. Ils sont tout simplement des citoyens maliens qui ont compris que le pays a besoin de tous ses fils. Que tout le monde se rassemble, que tout le monde se mette ensemble pour qu'on puisse faire un Mali un et indivisible. Au terme de cette journée citoyenne de défense et de sécurité, le collectif pour la défense des militaires a remis des distinctions aux hommes qui ne cessent nuit et jour d'apporter leur soutien aux femmes.
Retournons à l'intérieur du pays pour parler du 8 mars. En prélude à la Journée internationale des femmes, 3 unités de transformation de produits agricoles pilotées à 100% par des femmes ont reçu samedi dernier la visite des autorités politiques et administratives de Niro du Sahel. Moussa Tekiti. L'unité de transformation de produits agricoles des femmes artisanes de paix a été la première étape de cette visite. Ici, une cinquantaine de femmes évoluent dans la transformation des fonio et d'arachide en couscous et en djouka. Elles transforment également les maniocs en achiké et sont spécialisées dans le séchage des aliments. L'atelier des femmes de la coopérative Yélin, situé en plein cœur de la ville dans le quartier Koulouba, a été la deuxième étape de la visite. Là également, une soixantaine de femmes transforment les maïs, les bananites, les soja, l'arachide et les fonio en des produits alimentaires de différentes sortes. Enfin, l'association des femmes Benkadi de Atitebourou, spécialisée dans la fabrication de la pâte d'arachide, a reçu également les visiteurs. En tout cas, ce que nous pouvons constater comme grande difficulté majeure, en résumé, c'est vraiment l'absence des centres d'autopromotion. Parce que ces centres pourraient permettre à plusieurs associations de travailler en même temps dans des domaines différents. Donc nous remercions les autorités et vraiment c'est un cri de cœur et vivement ces centres vraiment pour pouvoir aider réellement la promotion de la femme dans le cercle de Nioro. Ces groupes de femmes artisanes de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble évoluent pour l'émancipation de la femme malienne. Je suis très ravi, très complet de joie par rapport à la visite de ces 3 associations féminines qui sont là en train d'œuvrer pour le développement social de la commune urbaine de Nioro. Et ces associations féminines vraiment doivent être accompagnées. Et nous allons œuvrer dans ce sens. Je suis animé ce matin de sentiments de fierté et de reconnaissance à l'égard de ces groupements pour leur témoigner le soutien et l'accompagnement de plusieurs autorités du pays. Partout où on a passé, ce qu'on a vu et constaté, ça c'est l'épanouissement de la femme. Tenue à Koutiala de la première édition de la Semaine culturelle nationale du Mamala, organisée par le mouvement Ensemble pour le Mamala, l'événement a enregistré des conférences, débats et des prestations folkloriques. L'un des temps forts a été la pose de la première pierre des musées par le ministre en charge de la refondation de l'État. Reportage Brahima Kone. Première édition de la Semaine culturelle nationale du Mamala organisée par le mouvement Ensemble pour le Mamala et Pema. Un coup d'essai dédié à la paix, la cohésion sociale, la promotion culturelle et au développement a été un coup de maître. En témoigne la pose de la première pierre d'un musée dans la capitale de l'Or Blanc par le ministre en charge de la refondation de l'État représentant le Premier ministre. L'un des points d'orgue, c'est véritablement la pose de la première pierre du parc d'attractions et du musée aussi de Koutiala. Ce qui met au premier plan la culture. Et c'est là la volonté du président de la transition chef de l'État, colonel Assimi Goïta, de dire que tout ce qui caractérisera le Malikoura, c'est d'abord notre culture, le retour aux sources, le retour à nos valeurs sociétales positives. Et cette infrastructure permettra justement de donner un cadre d'éclosion et de promotion de cette culture. La cérémonie qui nous réunit révèle plusieurs symboliques allant toutes dans le sens du développement de notre beau pays, le Maliba. 2 thématiques visant à unir davantage les communautés autour de la refondation du Mali ont été animées. La première est intitulée « La société civile et le multiculturalisme, l'exemple de l'épaiement ensemble pour le Mamala ». La seconde est le patriotisme et la résilience comme fondement de la citoyenneté. La pertinence de ce thème est traduite par la remise de 12 tonnes de céréales aux femmes, un geste des chefs de village de l'aire géographique du Mamala pour l'effort de guerre. Il s'agit pour nous de travailler sur plusieurs aspects touchant la vie socio-culturelle et économique de notre terroir, que sont la spiritualité, les arts et la culture et le développement. De mettre à contribution les différentes confessions religieuses pour prier et implorer le Tout-Puissant pour le retour définitif de la paix dans notre pays et consolider le vivre ensemble.
Les sons de plusieurs instruments musicaux retentissants au cours de cette semaine culturelle organisée par l'EPEMAN constituent le ciment entre les communautés Mianka, Bois, Bamanan, Dafin, Dionka et bien d'autres vivant sur le territoire Mamala. La semaine culturelle nationale du Mamala a pris fin par une remise d'attestation à plusieurs personnalités ayant œuvré pour le développement. Le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne organise en rapport avec la FEMAFOOT un symposium national sur le football malien du 5 au 7 mars 2024 au stade du 26 mars de Bamako. La cérémonie d'ouverture est prévue demain à partir de 9h dans la salle de presse du stade du 26 mars. Le ministre rappelle que l'objectif du symposium national est de créer un cadre de discussion et d'échange entre les différents acteurs impliqués dans le football malien, les observateurs et personnes ressources dans le but de mener des réflexions stratégiques approfondies sur l'état des lieux du football malien aux fins d'identifier les contraintes majeures à l'atteinte des objectifs et de formuler des propositions pertinente visant à améliorer la performance de la sélection nationale des seniors de football. Santé. La journée mondiale des maladies rares est célébrée tous les ans le dernier jour du mois de février. Cette année encore, à une date décalée, l'Association des personnes vivant avec les maladies rares a organisé une journée de sensibilisation au CHU de Pongé. Le compte rendu de Maïmouna Guindo. Selon les dernières informations de l'Association malienne des maladies rares, il existe plus de 10 000 cas de maladies rares diagnostiqués au Mali cette année. Des données qui sont assez préoccupantes. L'Association des maladies rares est plus que jamais au premier rang pour lutter contre ce fléau. D'où l'organisation de cette journée de campagne de sensibilisation autour de la maladie. Informer, sensibiliser sont le mot d'ordre. Avec l'évolution des technologies actuellement, le professeur disait l'autre jour que chaque jour on peut découvrir 3 ou 4 types de maladies rares, de maladies nouvelles encore, qui n'ont pas de traitement. Et au Mali aussi, il y a des cas de maladies rares qui n'existent qu'au Mali ici. Partout dans le monde, ça n'existe qu'au Mali ici. Il y a un cas ici au Mali. Et il y a un cas qui est là, qui existe au Mali, et l'autre au Brésil seulement, partout dans le monde. Donc, c'est des situations vraiment compliquées parce que de par sa rareté, le soin devient très très compliqué. Identifier les causes d'une maladie rare chez un patient peut être un processus particulièrement long et difficile, d'où la présence des acteurs de santé pour éclairer les uns et les autres à l'aide d'exemples précis. Si on prend les maladies rares, 80 à 85% des maladies rares sont des maladies génétiques. Ça veut dire quoi? Ça se transmet de génération en génération. Donc, des parents ensemble peuvent transmettre à un enfant ou un parent qui l'a, qui transmet à sa génération. Mais 15 à 20% de cas, ce sont des causes acquises. Ça veut dire quoi? Des causes virales ou bien une cause qui n'est pas génétique. Alors, nous accompagnons non seulement les malades dans la prise en charge, tant sur le plan diagnostique, mais aussi sur le plan thérapeutique. Les maladies rares sont des pathologies transversales. Ce n'est pas parce que c'est maladie d'un seul organe, mais l'ensemble des organes du corps humain peuvent être intéressés. Le cheminement vers un diagnostic correct des maladies rares reste pour le moment difficile. Pour l'heure, l'association joue sa partition en renforçant les liens entre les acteurs impliqués dans la prise en charge médicale. Je l'annonçais dans le sommaire, Focus Santé s'intéresse ce soir à l'albinisme. Les personnes atteintes de cette anomalie sont affectées par des maladies cutanées et oculaires. À Bamako, leur prise en charge s'effectue à l'hôpital de dermatologie. Pourquoi les albinos doivent-ils suivre des traitements et comment sont-ils suivis à l'hôpital de dermatologie de Bamako? La réponse est avec Koumba Sissé et Mbarakumaïga. De par leur nature, les albinos, depuis leur naissance, sont affectés par une insuffisance de mélamine. C'est pourquoi leur peau ne supporte pas les effets des rayons ultraviolets.
Naturellement, c'est ce qui provoque des lésions cutanées chez eux. L'hôpital de dermatologie de Bamako, ex-Institut Marchou, avec l'aide de ses partenaires, assure gratuitement la prise en charge de ces personnes atteintes d'albinisme. L'hôpital de dermatologie de Bamako, qui est en convention avec la Fondation Pierre Fabre, que cette Fondation Pierre Fabre nous aide à la prise en charge de ces albinos, que ce soit les côtés médicaments, mais aussi dans les côtés de prise en charge de protection en fabriquant les crèmes solaires qu'on appelle les écrans solaires. Donc ces écrans solaires sont fabriqués au niveau de l'hôpital de dermatologie de Bamako. On consulte ces albinos 2 fois dans la semaine et lors de la consultation, on fait le dépistage des lésions malignes ou des lésions précancéreuses. L'un des problèmes majeurs chez les albinos, c'est l'infection de la peau et qui peut être à la longue cancéreuse, raison pour laquelle ils doivent suivre un traitement afin d'éviter toute complication. Lors de nos consultations, on les sensibilise et on essaie aussi d'aller vers les associations pour les informer de l'utilité de cette crème solaire qu'on appelle écran solaire. Et bien vrai, après la sensibilisation et les mesures de prévention, il y a aussi les interventions chirurgicales que nous menons. Soit s'il y a une petite lésion qui est là, il y a l'azote liquide qu'on applique sur les lésions précancéreuses ou bien les petites lésions qui sont là pour les décoller. Et ça arrive à les décoller, tant mieux dans les cas échéants, nous pratiquons les interventions chirurgicales. Les taches noires qui apparaissent sur la peau des albinos sont dues aux effets du soleil. Actuellement, il y a des techniques pour les enlever. Dans ces taches noires, pour nous, c'est le côté esthétique, car ces taches noires-là n'évoluent pas en cancer. Ces taches-là, bien sûr, c'est très facile de les enlever avec l'azote liquide. Mais si on les enlève, il faut que l'intéressé se protège contre la cause qui est les rayons solaires. Si ne se protège pas contre la cause, ça peut revenir encore. Les personnes atteintes d'albinisme ont en général une vision floue. Cet aspect est aussi pris en compte à l'hôpital de dermatologie de Bamako. Il y a aussi la prise en charge ophtalmologique qui est là, avec des consultations des ophtalmologues, ainsi les dons de verres pour corriger la vision que ces enfants-là puissent étudier dans de bonnes conditions. Pour le suivi des albinos, la consultation d'un psychologue est aussi nécessaire, car souvent leur venue dans certaines familles pose problème et dans la vie quotidienne, ils sont également confrontés à d'énormes difficultés, tant sur le plan social que professionnel. Nous souffrons vraiment de beaucoup de mal. Il y a les rejets, on a des difficultés pour être embauchés à cause de notre capacité physique. Et il faut reconnaître aussi que les albinos, jusqu'à présent, on a des problèmes par rapport au mariage. Un albinos, c'est comme un intrus dans la famille. On parle beaucoup de choses. Donc du coup, cela veut dire qu'une personne atteinte d'albinisme doit se faire consulter par un psychologue. Parce que ça crée une panique dans la famille. Comme ce sont les rayons ultraviolets A et B qui sont à la base des infections cutanées, les personnes atteintes d'albinisme doivent porter des habits qui couvrent tout le corps, une pratique qui leur évitera d'avoir des lésions sur la peau. Et pour finir, littérature. L'histoire du mouvement social et islamique malien de 2012 à 2018 fait expérience et leçons à la lumière de la réalité vécue. L'intitulé du livre de Tierno Abi Omar Thiam, islamologue. L'ouvrage établit les relations entre l'État, les groupes religieux et la société malienne. Aussi à retrouver dans vos kiosques la prière musulmane selon le rite malikite de Cheikh Alpha Dara Kunta. Et également à retrouver dans vos kiosques la Tarika Tijaniya, le principe et la pratique de Moussa Bala Diara. L'auteur partage avec ses auteurs les bienfaits et les bénéfices qu'il a obtenus lui-même dans cette voie du Cheikh Ahmed Tijan. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.